Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aux recommandations. Je vous ai sélectionné 15 livres qui font moins de 250 pages parce que si vous êtes comme moi, de temps en temps, j'ai besoin d'entrecouper en fait mes grosses lectures de plus de 300 pages par des lectures un petit peu plus courtes. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où je vous recommande 15 livres différents dans ce format-là. On a des classiques, on a de la mythologie grecque, il y a des essais, il y a de la jeunesse, il y a de la fantasy, bref, normalement il y en a pour tous les goûts. Et on commence avec les deux que j'ai pas avec moi puisque je les ai écoutés en audio. Le premier, c'est de la mythologie grecque, c'est Galatée, Galatéa en fonction de la langue dans laquelle vous le lisez, de Madeline Miller. Je vous prends le résumé parce que je veux pas vous spoiler comme il est très très court, j'ai peur d'en dire trop, il fait 48 pages et c'est écrit depuis l'Antiquité. Le mythe de Pygmalion et Galatée n'a de cesse de fasciner et d'inspirer des artistes. Mais ce récit millénaire du sculpteur misanthrope, épris de la statue qu'il vient de réaliser, demeure inachevé. Lorsque Galatée est transformée en être vivant par les dieux, elle est réduite au silence par les hommes. Enfin, il est temps pour elle de devenir la narratrice de sa propre histoire et ainsi de choisir elle-même son destin. Voilà, vraiment très très court, 48 pages, c'est une bonne petite lecture qui vient couper entre deux grosses lectures entre guillemets. Et ensuite que je n'ai pas avec moi, on a This is how you lose the time war, si je me trompe pas. Je vous ferai un avis dessus puisque je l'ai lu ce mois-ci, enfin je l'ai écouté en audio, mais pareil, celui-ci est très très court, il fait moins de 250 pages il me semble, et en écoute, c'est moins de 4 heures d'écoute si je dis pas de bêtises. Ça raconte l'histoire, c'est très très vague. En fait, il faut partir du principe que vous lisez ce livre pour l'histoire d'amour entre les personnages et pas pour le contexte dans lequel ça s'inscrit parce que c'est très vague, il y a beaucoup de choses qui nous sont jamais dites, mais on y suit des créatures humanoïdes mais qui ont des capacités assez particulières qui en gros sont dans deux camps différents. Ces deux camps se livrent une guerre en fait depuis des siècles, ils sont capables d'aller dans des différents fils des possibilités de l'univers, de voyager dans le temps, enfin bref. Et donc chacune a un rôle différent dans cette guerre, elles sont ennemies jusqu'au jour où eh bien lors d'un échange de lettres elles vont entamer une discussion et bah ça va donner naissance à une histoire d'amour, mais bah leur histoire d'amour est un petit peu condamnée vu le contexte dans lequel elle s'inscrit, mais c'est très très beau, c'est hyper bien écrit, il faut juste le lire en se disant que le contexte et le world building autour, il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre dedans en fait, faut y être préparé, mais sinon c'est trop bien et ça fait une très très bonne lecture, assez courte mais hyper riche. Et le dernier que je vous recommande mais que je n'ai pas avec moi, celui-ci il n'est pas traduit, il est pour le coup que en anglais, mais c'est Comfort Me with Apples de M. Valente, je crois, Catherine M. Valente, et lui c'est une lecture hyper bizarre, très atmosphérique. Vraiment, moi j'ai adoré l'ambiance, mais c'est hyper chelou, un peu dans la vibe de Gone Girl. On y suit notre personnage principal féminin qui a son mari, elle est persuadée qu'elle a été faite pour son mari, elle est parfaite pour lui, mais il y a toujours ce malaise un petit peu avec lui, il répond jamais quand elle pose des questions, il part toujours longtemps en voyage, elle n'a pas le droit d'aller au sous-sol, et quand elle pose des questions aux personnes dans son voisinage, et bah personne va la regarder dans les yeux, elle a jamais vraiment de réponse à ces questions. Et voilà, il y a cette ambiance un peu bizarre, elle sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais elle sait pas quoi, et en même temps elle se dit, j'ai un mari parfait, j'ai la vie parfaite, faut pas que je pose de questions, mais bien évidemment vous vous doutez qu'à un moment ou à un autre, elle va poser des questions, et va y avoir des réponses. Voilà pour tous les livres que je n'ai pas avec moi, on passe directement à ceux qui sont juste derrière. J'en prends plein d'un coup, ça sera plus simple. On commence par les essais. J'en ai pris deux, enfin les essais, on va dire les lectures qui font réfléchir, parce que c'est pas forcément des essais. Mais en premier, je vous en ai parlé ça dans mon bilan lecture et dans mon book haul, c'est Pour les générations futures de Simone Veil, publié aux éditions Albin Michel. C'est une retranscription d'une allocution qu'elle a eue à l'école normale supérieure, je crois, en 2005, où elle vient parler de plein de choses, mais notamment de sa déportation durant la Shoah et du devoir de mémoire. Il y a plein de choses qui sont abordées, les notes qui sont aussi attachées au récit sont très intéressantes parce qu'on apprend plein de choses sur les faits historiques en fait tout autour de ces événements-là, et puis voilà sur l'implication de Simone Veil dans tout ce devoir de mémoire. Je vous le recommande, c'est très très court, c'est moins de 120 pages. Après, il y a les notes que vous pouvez ou pas lire en fonction de si ça vous intéresse, mais c'est moins de 120 pages en fait. Je crois que sans les notes, c'est sans la postface du coup qui n'est pas les paroles de Simone Veil, on est à 80 pages, un truc comme ça. Donc vraiment très très court. Et ensuite, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, celui-ci, c'est My Body d'Emilia Ratajkowski, donc qui est mannequin, qui est actrice, qui est influenceuse, qui est activiste, bref, plein de cordes à son arc, et elle a sorti ce livre aussi qui vient parler de sa relation avec son corps et surtout de la relation des autres avec son corps à elle, la manière dont elle a en fait essayer de reprendre son corps en l'exposant sur les réseaux sociaux après les choses qu'elle avait vécues, et c'était hyper intéressant pour le coup. J'ai trouvé que ça nous montrait une facette de ce qu'elle avait vécu
qu'on n'avait pas du tout en fait pu apercevoir et c'est très intéressant, je l'ai beaucoup annoté, il est disponible aussi en audio, je crois qu'il est narré par elle-même, pareil, moins de 250 pages, ça se lit super vite, c'est pas du tout dur à lire et moi ça m'a permis en fait d'apprendre beaucoup de choses sur cette femme-là, sur l'industrie aussi dans laquelle elle a grandi en fait entre guillemets et la toxicité de cette industrie-là, ça parle aussi de toute l'affaire qu'il y a eu avec Robin Thicke dans son clip de musique Bloodline, enfin bref. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup plus que ce que je pensais, parce que moi je connaissais pas trop, enfin je la connaissais juste sur les réseaux sociaux, Emilia Ratajkowski, mais je connaissais pas sa personne plus que ça, et j'ai vraiment eu l'impression de réussir à la comprendre en lisant ce livre, ce qui est je pense l'objectif de son bouquin. Voilà pour tout ce qui est essai de moins de 250 pages. On enchaîne toujours avec la mythologie grecque, j'ai mis Méduse de Jessie Burton, de Jessie Burton, je viens de le dire. Je suis pas réveillée. Celui-ci, bon, comme le titre l'indique, vient nous parler de l'histoire de Méduse, mais d'une manière plus, si on peut dire, objective, je ne sais pas, parce que ça reste un mythe, mais on va nous la montrer comme la victime et non pas comme le monstre. Et en même temps, c'est pas juste le but de victimiser, c'est de comprendre ce qui lui est arrivé, de comprendre comment ça l'a impacté, comment elle essaye de construire sa vie par la suite. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que ça va contrecarrer un petit peu la vision classique qu'on a dans la manière dont est racontée son histoire par les hommes, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand c'est les hommes qui racontent son histoire, on la voit comme un monstre qui pétrifie les gens, alors qu'en vrai, c'est une femme qui a été abusée, qui a vécu des choses horribles et qui se retrouve dans cette situation bien malgré elle. Donc voilà. Encore une fois, je recommande, ça se lit super vite, trop bien si vous aimez la mythologie grecque. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre vos recommandations de livres de moins de 250 pages dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Moi aussi, j'ai besoin d'en avoir d'autres à lire parce que j'ai aucun livre de moins de 300 pages dans ma bibliothèque actuellement, je crois, et ça me frustre. On passe aux classiques, j'en ai mis 4 des classiques à lire qui sont assez courts parce que je suis quelqu'un qui essaye de lire de plus en plus de classiques, mais il y en a, ils sont tellement conséquents qu'on n'a juste pas envie, c'est dur d'avoir la motivation. Donc là, j'en ai sélectionné 4 qui sont plutôt courts et donc plus faciles à lire. Vous pouvez aussi généralement les écouter en audio parce que c'est toujours possible de les trouver. Là, j'ai les deux dans la collection un petit peu poche, entre guillemets, des Penguin Clothebound Classics. Donc on a The Nutcracker de E.T.A. Hoffman, donc le casse-noisette. On a The Star Child de Oscar Wilde. Je sais pas comment ça va être traduit en français, je vais pas essayer de vous le traduire. Et ensuite, on a bien évidemment La ferme des animaux de George Orwell, un classique, mais si vous l'avez pas lu, il faut. Et enfin, toujours dans ce format court, on a Le Magicien d'Oz, parfait à lire puisque tout simplement il y a l'adaptation qui sort bientôt de Wicked avec Ariana Grande et tout au cinéma, donc c'est l'occasion de les découvrir. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est moi ceux que j'ai dans ma bibliothèque dans ce format-là. Je vous fais pas tous les résumés parce que tout simplement il y en a où j'aurais peur de trop vous en dire, il n'y a pas les résumés sur la jaquette. Donc voilà, puis je pense que les 3/4 vous connaissez quand même un peu les résumés pour les classiques, je veux dire. On passe maintenant au genre un peu mélangé. Là j'ai une pile où il y a pas mal de trucs qui sont mélangés. En premier, on a récits fictifs sur faits historiques, donc The Boy in the Striped Pyjamas de John Boyne, qui se place pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Je suis plus sûre, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, il me semble, et il y a eu une adaptation en film que je refuse de voir pour le moment, parce que vu comment j'ai pleuré en lisant le livre, je pense que c'est impossible pour moi de regarder le film. En plus, c'est avec Asa Butterfield, je crois. Butterfield. Pas sûr que j'ai bien dit son nom, peut-être que je viens de dire n'importe quoi. Mais voilà, il faudrait que je le regarde un jour, pour le moment je peux pas, et c'est sur deux garçons qui viennent de milieux opposés, puisqu'il y en a un qui est, si je me souviens bien, parce que je l'ai même pas mal de temps, fils de nazi, et l'autre qui est dans un camp de concentration, qui vont commencer à se lier d'amitié sans qu'en fait l'un et l'autre sachent qu'ils sont dans deux camps qui se font la guerre. Et c'est un récit qui est très dur à lire parce que même si ces deux personnages-là n'ont pas existé, on sait que c'est basé sur des faits réels et sur une histoire voilà, qui a impacté énormément de monde, qui a tué un nombre inestimable de personnes, y compris des enfants, comme c'est le cas dans le récit. Donc voilà, c'est très dur parce que là c'est des personnages qui n'existent pas, mais c'est l'histoire qui est arrivée à plein de petits garçons et de petites filles. Donc voilà. C'est court, mais ça ne vous laissera pas de marbre normalement. On change de registre et on part dans de la science-fiction spéculative dystopie avec Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel, qui est probablement l'un de mes Emily St. John Mandel préférés. C'est sur une personne qui a la capacité de voyager dans le temps et c'est sur
Est-ce que si vous avez la possibilité de sauver certaines personnes, même si vous n'êtes pas censé le faire, est-ce que vous le feriez en fait quand vous êtes confronté à ces personnes-là et que vous savez qu'elles vont mourir? Et ça parle de plein de choses, ça parle du réchauffement climatique, ça parle des pandémies, c'est vraiment un livre qui fait réfléchir sur plein de choses, sur la manière dont on traite notre monde, dont on détruit la planète, sur la manière dont on gère en fait ces situations, aussi sur est-ce qu'on peut réussir à gérer le réchauffement climatique, est-ce que le réchauffement climatique est une fatalité, enfin bref, il y a plein de questions qui sont posées, mais c'est jamais d'une manière trop rébarbative, ça se lit vraiment hyper facilement, mais j'adore parce que c'est un livre qui divertit et qui fait réfléchir en même temps. Moi c'est ce que je cherche avec mes lectures, en tout cas de temps en temps. J'ai du mal quand c'est juste réfléchir parce que je vais lire 20 pages par 20 pages et là ça permet d'allier les deux tout en ayant ce côté très addictif avec une intrigue qui donne vraiment envie de savoir ce qui se passe et je l'avais bien annoté aussi celui-ci. Et je crois qu'il est traduit aussi en français. Après, on a cette... Est-ce que c'est une trilogie? Je crois que c'est une trilogie de... Tant que le café est encore chaud? Oui, je crois que c'est ça, le nom du tome 1. Là, j'ai pas le tome 1, mais les 3 tomes sont en dessous de 250 pages, si je me trompe pas. Donc moi, j'ai Before Your Memory Fades. Et dans le résumé de cette histoire-là, en gros, ça se passe dans un café. C'est un café un petit peu particulier parce que si tu t'assois à une table en particulier et que tu accomplis, entre guillemets, un truc en particulier, je ne veux pas trop vous en dire, eh bien tu as la possibilité de remonter dans le passé et d'aller à la rencontre de quelqu'un dans le café. Le seul souci, c'est qu'il faut que tu reviennes avant que le café ne soit complètement froid, sinon tu seras bloqué, il me semble. Et donc on y suit à chaque fois l'histoire de plusieurs personnages qui remontent dans le passé pour rencontrer leurs proches et pour répondre à certaines problématiques. Voilà, c'est une lecture qui fait assez chaud au cœur, j'aime bien, et on a des personnages qui reviennent au fur et à mesure des tomes, donc ça c'est plutôt cool, même si moi j'ai tendance à trouver qu'au bout du tome 3 c'était peut-être un petit peu redondant, j'avais quand même beaucoup aimé le tome 1. Ensuite, celui-ci c'est pour ceux qui ont déjà lu le tome 1 de A Serpent and the Wings of Night, alors malheureusement il n'est pas traduit en anglais pour le moment, d'ailleurs ils ont traduit, il me semble, le tome 2 de A Serpent and the Wings of Night, ça fait 2 fois que je le dis, avant de traduire celui-ci, ce qui est un peu dommage parce que cette nouvelle-là nous introduit à des personnages qu'on a dans le tome 2, et si vous lisez le tome 2 avant, vous spoilez en fait le dénouement de cette nouvelle-là, ce qui est dommage parce que moi je l'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Donc un peu dommage, mais en même temps si vous ne lisez qu'en français, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'ils vont traduire le tome 2 avant de traduire ça, je sais même pas s'ils vont la traduire cette nouvelle, j'espère. Mais voilà, c'est une nouvelle qui va nous faire rencontrer 2 personnages, un vampire très grognon qui vit dans son château, qui a pas grand chose à faire en fait avec les humains, et le personnage de Lilith qui je crois voit sa ville en fait dépérir, les gens dans sa ville meurent de quelque chose et elle est désespérée de trouver un remède, du coup elle va décider d'aller voir ce vampire Veil pour lui proposer en fait de l'aider, sauf que vous vous doutez bien que peut-être que quelque chose va en déboucher. Voilà, et c'est trop bien, moins de 200 pages, c'était trop cool. Après, je vous ai mis une saga, elle aussi elle est traduite en français, c'est celle-ci, donc Every Art a Doorway, je crois que c'est Wayward Saga, le nom de la saga, de Senan McGuire, qui est traduite aux éditions Pygmalion. Je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Et ça a gagné le prix Hugo et le prix Nebula. Je vous en avais déjà parlé, mais en gros c'est sur des enfants qui, quand ils sont pas bien dans leur vie, il y a quelque chose qui va pas, ils ont une porte qui apparaît, qui les emmène dans un monde qui est parfait pour eux. Sauf que généralement ce monde il est pas tout beau, tout rose, et donc on voit ces enfants-là dans leur monde, et ensuite on les voit quand ils sont sortis de ce monde et qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver leur porte, donc ils vivent dans cette orphelinat pour les enfants qui ont trouvé leur porte et qui l'ont perdue. Et donc chaque livre nous montre le monde d'un enfant en particulier ou de 2 enfants, et voilà, on y voyage avec eux, on découvre comment est-ce que le monde était adapté à ce qu'ils ont vécu entre guillemets et comment est-ce qu'ils ont perdu l'accès à leur porte. C'est trop bien, c'est très court et c'est assez original. Et on passe aux recommandations plutôt jeunesse. On a celui-ci, Tales of the Peculiar de Ransom Rigg, qui se passe donc dans l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers, si je me trompe pas. Et donc c'est un recueil de nouvelles, voilà, sur cet univers-là. Il y a plein de nouvelles. L'édition est trop belle, en plus il y a plein d'illustrations et tout. Donc j'avais adoré, c'est un très beau relié. Plein d'histoires très cool, pareil ça se lit super vite, et si vous avez aimé l'univers de Miss Peregrine, clairement c'est à découvrir, vous pouvez même le lire avant je pense pour voilà, découvrir un petit peu l'univers et voir si ça pourrait vous plaire. Et enfin, dernière recommandation de cette vidéo, c'est les chroniques de Spiderwick de Holly Black et Tony Dieterlizzi.
je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Voilà, celle-ci, on y suit 2 frères et une sœur qui déménagent dans la maison de leur grande-tante, il me semble. Et là-bas, ils vont y découvrir un grimoire un petit peu particulier. Et en entrant en contact avec ce grimoire, ils vont se rendre compte qu'ils ont accès maintenant à des créatures un petit peu bizarres, plein de créatures du monde magique et féerique, mais des créatures qui ne leur veulent pas forcément du bien. Et ils vont devoir s'aider de ce guide, ce livre, entre guillemets, ce grimoire, pour essayer de se protéger des créatures. Mais garder le grimoire veut dire aussi les attirer en fait vers eux. C'est trop cool, ça se lit tout seul. Pour l'instant, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis en édition collector chez Pocket Jeunesse, il me semble. Et voilà, j'ai trop aimé. Voilà pour cette vidéo recommandation. Je vais faire une autre vidéo sur le thème des livres assez courts puisque pour Halloween, j'ai envie de faire un reading vlog où je vais lire un maximum de nouvelles dans le thème de l'horreur. J'ai déjà fait la liste de ce que je veux lire. J'en ai trouvé plein sur Libby et sur Everand en audiobook et en livre numérique. Donc comme ça, j'ai pas forcément à les acheter parce que je vous avoue que le prix par rapport au nombre de pages n'est pas toujours très rentable, mais je vous prépare ça pour le mois d'octobre. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.